pas. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà, ok, super. Donc on va commencer cette réunion publique de Schneider Hypocrite. Je vous laisse vous installer. Ok, vous avez vu cette petite vidéo qu'on a diffusée sur Instagram, qui reprend bien un peu voilà, le rôle pour alerter sur le rôle de Schneider. Donc cette réunion publique est organisée par un collectif de différentes organisations militantes écologiques. Il y a Stop Total Grenoble, il y a Alternativa ANV COP21, il y a Extinction Rébellion Grenoble, Scientifiques en Rébellion et Friday for Future. Alors la conférence, elle va durer environ 1 heure avec différents sujets. Donc on va aborder pas mal de sujets, notamment une présentation d'ICOP, du collectif Stop ICOP. On va parler de Total, on va parler de Schneider et on va aussi vous montrer un peu toutes les campagnes locales qu'on a déjà fait pour alerter sur la participation de Schneider au projet ICOP. Ensuite, il y aura un temps consacré à tout ce qui peut être questions et réponses. Donc, merci de réserver vos questions à ce temps qui va être prévu à cet effet. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un buffet qui est prévu. Et donc, ça sera avec plaisir que nous pourrons continuer à discuter avec vous. Vous pourrez discuter autour de cette collation. Voilà, donc merci de mettre peut-être vos téléphones en silencieux et puis voilà, la réunion va débuter. Merci à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour démarrer, comme Marina l'a précisé, on va commencer par faire un petit rappel de ce que c'est qu'ICOP avec quelques infos clés, puis les principaux impacts qui concernent donc le climat, la biodiversité et les violations des droits humains. Et ensuite, une fois ce tableau dressé, nous discuterons de la campagne internationale Stop ICOP, donc ces différentes composantes internationales, nationales et grenobloises. Et avec les différents axes de cette campagne, donc en ciblant tout d'abord Total, ensuite ses financeurs et enfin ses fournisseurs. Hop. Merci Noam. Oui, donc pour commencer, resituons un petit peu ce que c'est que le projet ICOP. Quand on parle du projet ICOP, en fait, on parle de projets pétroliers qui sont donc en réalité 2 projets pétroliers qui sont portés par la major pétrolière française Total Energy, bien connue, qui est le projet pétrolier de Tilanga, et la major pétrolière chinoise, CNOOC, voilà, je ne pourrais pas vous donner l'acronyme, mais qui sont ces 2 projets pétroliers en Ouganda, qui ont lieu proche du lac Albert, avec en cumulé environ 400 puits de pétrole qui sont prévus sur ces 2 projets, avec quand même la grosse majorité qui sont sur Tilanga. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 132 de ces puits qui sont prévus dans le parc du Murchison Falls, très proche de Tilanga. On le reverra juste par la suite quand on abordera l'impact environnemental. Et ensuite, donc on a d'un côté l'extraction pétrolière sur ces 2 projets-là, et ensuite on a le projet ICOP, donc pour East African Crude Oil Pipeline, qui est un projet d'oléoduc chauffé à 50 degrés pour pouvoir maintenir le pétrole à un état liquide, qui va venir traverser l'Ouganda, puis la Tanzanie en passant sous le lac Victoria, pour rejoindre l'océan Indien et pouvoir ensuite desservir le monde de ce pétrole-là et l'envoyer sur les marchés globaux. Donc voilà, c'est l'oléoduc chauffé le plus long au monde, environ 1400 km. Donc pour essayer de se projeter, parce que voilà, quand on est en Afrique, on a un petit peu du mal, malheureusement on ne connaît pas trop forcément les pays, mais pour essayer de se projeter à quoi ça peut ressembler dans des territoires mieux connus en Europe, voilà, ça fait à peu près la distance entre la Normandie et Venise. Voilà, on va même 1400 km, c'est environ Bruxelles-Madrid. Et donc maintenant on va évoquer en quoi c'est une catastrophe d'abord environnementale, d'abord climatique. Bon, je pense que l'Assemblée est assez au fait que tout nouveau projet pétrolier est par nature contradictoire avec les objectifs climatiques d'aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, donc on ne va pas trop s'étayer là-dessus. Mais quelques ordres de grandeur simplement à voir sur ce projet-là. Voilà, ce projet, c'est 34 millions de tonnes de CO2 par an.
Donc c'est en ordre de grandeur les émissions annuelles de l'Ouganda actuelles. Donc c'est quand même assez conséquent. Et sachant qu'il y a encore de la prospection qui est faite au niveau du lac Albert, donc c'est aussi un potentiel d'émission qui peut être réévalué, parce qu'une fois qu'on a fait le pipeline, et ben en fait pourquoi pas aller refaire des nouveaux forages s'il y a du potentiel. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important que ce pipeline ne puisse pas voir le jour, pour que les forages prévus et de nouveaux potentiels ne puissent pas sortir. Voilà, je passe la main à Noam sur les conséquences environnementales. Oui, donc le deuxième gros impact concerne la biodiversité, évidemment. Donc on a ici une carte des aires protégées en Ouganda et en Tanzanie. On peut voir que nombreuses d'entre elles sont traversées par le tracé du pipeline ICOP. Et donc ça concerne des zones sensibles, des réserves de biodiversité, des zones humides, et notamment 400 km de ce pipeline longe le bassin versant du lac Victoria, donc le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde, et dont dépendent directement 40 millions de personnes pour leur survie. C'est-à-dire qu'à la moindre fuite, on a 40 millions de personnes qui sont directement menacées. Et donc alors, il y a ensuite des risques dans un premier temps pour la biodiversité terrestre. Et donc la construction de ce pipeline va entraîner donc une forte augmentation du trafic le long du tracé, avec donc en premier risque pour la biodiversité une augmentation des collisions avec les véhicules. Ensuite, une fragmentation très importante des habitats. Voilà, on trace un grand oléoduc de 1400 km à travers l'Afrique, et on a de nombreuses espèces migratrices qui ont l'habitude d'emprunter ces chemins-là, qui ne pourront plus le faire. Et donc à ce propos, on a ici le rapport d'impact de Total Energy, qui, bien qu'en minimisant publiquement les impacts de ce projet et en déclarant qu'il y aura un impact positif net pour la biodiversité, on ne sait pas exactement comment, ils affirment quand même dans leur rapport, alors là l'image a un petit problème de format, mais voilà, des impacts très longue durée sur des espèces hautement sensibles, avec des pertes d'habitat, de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces. Donc Total est bien conscient de leur impact sur place. Et ensuite, on parle quand même d'un pipeline sont malheureusement des infrastructures qui ont la fâcheuse tendance à fuir. Donc on ne sait pas encore où, on ne sait pas encore quand, mais il y aura des fuites un jour. Et notamment lorsqu'on place un pipeline dans une zone sismique, comme c'est le cas ici avec la vallée du Rift. Donc vous voyez ici une carte grossière qui ne ressort pas forcément très bien, mais de l'Afrique de l'Est, avec donc les zones sismiques, les zones les plus foncées sont les plus sismiques, et évidemment le tracé d'ICOP passe en plein milieu. Donc on aura à peu près forcément des fuites. Et donc maintenant on peut arriver aussi au risque pour la biodiversité marine, puisque qui dit zone sismique proche d'un océan dit zone soumise au tsunami. Donc au niveau du port de Tanga, donc qu'on voit là au bout de la petite ligne rouge sur la figure en bas, là où il y aura donc le terminal d'exportation du pétrole. Donc des risques de tsunami et de cyclone dans cette zone-là, donc on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir des marées noires un jour ou l'autre. Des marées noires qui pourront détruire des écosystèmes encore une fois très sensibles, puisque là la zone entourée en pointillés bleus représente une zone classée pour la protection de la nature en Tanzanie, et bien évidemment le terminal pétrolier, donc la jetée sur laquelle s'amarreront les tankers pour venir récupérer le pétrole, s'arrête 1 km au nord de cette zone classée. Donc voilà, à ce niveau-là, on a aussi le fait que jusqu'à présent, c'était un port par lequel il y avait assez peu de fréquentation de supertankers, et à partir du moment où le projet sera mis en place, on aura 2 pétroliers par jour qui passeront à ce niveau-là. Donc c'est assez monstrueux en termes de perturbation de la biodiversité. Et ce qui est vraiment frappant sur ce projet, c'est qu'il n'y a pas de la part de Total Energy de plan de gestion en cas d'accident qui a été élaboré, ce qui permet d'éviter d'avoir à discuter de ce plan. Finalement, on n'en fait pas et c'est plus simple. Vas-y. Et donc, le célèbre Bill McKibben, qui est le fondateur de 350.org, qui est célèbre pour avoir lutté contre l'agrandissement du pipeline Keystone aux États-Unis et au Canada, a déclaré à propos de ce pipeline que l'itinéraire proposé semblait avoir été dessiné pour mettre en danger le plus d'espèces animales possible. Et c'est malheureusement la réalité de ce pipeline. Et donc là, voilà une petite carte des accidents liés aux infrastructures pétrolières. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous parce qu'on ne verrait plus rien sur la carte.
Mais on a là un peu de tout. On a des accidents dans des raffineries, des usines pétrochimiques, on a des accidents des marées noires, donc des accidents de pétroliers. On a évidemment des fuites d'oléoducs, et voilà, donc on sait que ce sont des infrastructures qui fuient et qui fuiront, et l'oléoduc ICOP n'y échappera pas malgré les communications de Total Energy. Merci. Donc ça fait déjà un petit peu deux mauvais points sur le tableau de ce projet-là. Le troisième, malheureusement, c'est le point de vue humain. En fait, ce projet, il peut voir le jour qu'à un gros coût humain. Voilà, on a un impact humain qui sera assez colossal. Notamment, on a près de 400 villages qui seront traversés en cumulé sur l'Ouganda et la Tanzanie, entre les villages impactés par le projet Tilanga et les villages qui sont tout simplement sur le tracé du projet ICOP. Derrière, on a il y a eu un chiffrage d'environ 118 000 personnes qui seraient impactées par ce projet-là, aussi le projet dans son totalité, qu'on parle des points de forage ou alors du tracé du pipeline, et dont plus de 50 000 personnes qui seraient expropriées. Donc voilà, c'est assez colossal comme chiffre. Il y a eu aussi des vrais problèmes dans en fait, la consultation, la mise en place de la consultation des personnes et voilà, les démarches envers elles. Beaucoup de personnes qui se disent avoir été intimidées, forcées à signer les papiers d'expropriation et les contrats d'indemnisation. On a d'ailleurs un petit extrait qu'on va vous passer là d'un reportage de TV5 Monde sur ce sujet-là. En Tanzanie, rares sont ceux qui osent critiquer le projet ICOP où l'État tanzanien est actionnaire à 15%. Pour garantir la sécurité de ces villageois, nous avons choisi de ne pas dévoiler leur identité. J'ai été très sévèrement impacté par ce projet. J'ai perdu mes terres, mes arbres et mes ruches. En Tanzanie, la terre appartient à l'État. Les habitants n'en ont que l'usage. Mais si elle est reprise, elle doit être compensée de façon équitable dans les 6 mois suivant son évaluation. Ça, ce sont les documents du projet d'oléoduc pétrolier, avec les montants des évaluations. En 2018, le demi-hectare de terre a été évalué à 300 000 shillings, soit 120 $. Un montant bien trop faible selon eux. Il y a une quarantaine de personnes impactées par le projet d'oléoduc dans notre village. Au début, quand les gens d'ICOP nous ont donné les montants des compensations, on a tous refusé de signer. On s'est plaint du fait que les compensations étaient injustes. Ils nous ont menacés en nous disant qu'on ne pouvait pas s'opposer au projet du gouvernement. Alors après 2 jours, on a dû changer d'avis et on a fini par signer les formulaires d'accord. L'un de nous a reçu un appel des services de renseignement. Le genre d'intimidation auquel on fait souvent face, ce sont des interrogatoires menés par le responsable du village qui dit qu'il a été informé qu'on proteste contre le développement du projet d'oléoduc. Ils protestent seulement contre le montant de leur compensation. Tous ont été payés en janvier 2023, près de 5 ans après l'évaluation de leurs biens. Entre-temps, les prix du foncier se sont envolés. Un demi-hectare coûte 2 à 3 fois plus cher. Voilà, donc un dernier argument qui est souvent mis en avant, c'est les retombées économiques pour les populations locales au travers de la création d'emplois. Donc le chiffre qui est beaucoup mis en avant par les porteurs du projet ICOP, notamment Total, c'est un chiffre de 42 000 emplois créés. Malheureusement, la très grande majorité de ces emplois sont des emplois de très courte durée, voire même de quelques jours sur des chantiers. Et il n'y aurait qu'environ 1300 emplois pérennes en exploitation du projet. Surtout que c'est un projet d'extraction voilà, on prévoit une extraction sur une grosse dizaine d'années, donc on n'est pas non plus sur des emplois extrêmement pérennes, non plus dans une filière extrêmement pérenne, parce que c'est pas sûr que dans 50 ans on continue d'extraire du pétrole. Et surtout, ce qui n'est absolument pas chiffré, c'est les impacts sur les activités et les économies existantes, traditionnelles, voilà, de maraîchage, de paysannerie et de pêche, on l'a vu avec les impacts sur la biodiversité, notamment marine. Donc pas sûr que le rapport de force annoncé soit vraiment en la faveur du projet. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu se mobiliser pour que ce projet reste dans les cartons et qu'il ne puisse pas aboutir un jour. Donc, ce qui a été organisé, c'est une campagne, la campagne Stop ICOP, par de multiples organismes.
qui sont fédérés pour lutter contre ce projet. Donc voilà, de nombreux collectifs, certains qui proviennent directement des pays concernés, notamment 360 Power Africa, Afienga ou alors Fridays for Future Ouganda. On a aussi des collectifs voilà, qu'on connaît, qui sont de France, d'Europe, d'Europe ou de partout dans le monde, notamment de France. C'est assez important parce qu'on est quand même le pays qui héberge la major pétrolière à l'origine de ce projet-là, Total Energy, donc on a une certaine responsabilité là-dedans. Et c'est depuis 2022 qu'on a une augmentation conséquente des actions militantes vraiment sur l'ensemble du globe, sur l'ensemble des continents. Et à Grenoble, on a le groupe du coup, local Stop Total, voilà, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, comporte de nombreuses organisations. Donc sur ce qui se passe sur le terrain, il y a des actions militantes, mais c'est quand même très compliqué voilà, pour les militants ougandais et tanzaniens de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir militer sans avoir peur pour leur personne. Donc c'est ça qu'on aimerait aujourd'hui souligner ce soir. Voilà, il y a beaucoup d'activistes ougandais et tanzaniens qui sont enfermés arbitrairement, menacés de prison éventuellement. Donc c'est pas pour rien aussi que ce projet-là, ces pratiques qui passent par des États qui soient plutôt totalitaires, pardon, pas totalitaires mais autoritaires. Notamment, si on regarde plus précisément la Tanzanie, on voit qu'en voilà, une bonne dizaine d'années, son classement dans le classement des Reporters sans frontières, il a bien dégringolé. Il est passé de la 30e place à peu près à 140 sur 180. Donc on est vraiment sur un État où c'est compliqué de s'exprimer quand l'État est en fait actionnaire d'un projet. Et donc voilà, c'est important aussi pour nous de dire que voilà, nous on a aussi cette chance de pouvoir militer dans des pays où on n'a pas peur pour notre intégrité physique. Il faut en profiter. Hop. Et donc maintenant sur la campagne plus de notre côté en Europe et en France plus particulièrement. Donc la première cible c'est Total Energy bien évidemment puisque c'est l'entreprise à l'origine du projet. Alors plusieurs types d'actions, on va en citer quelques-unes. La première de type juridique, donc procès qui a été intenté à Total en 2022 pour manquement au devoir de vigilance lié aux répressions sur place. Procès qui est encore en cours à l'heure actuelle. Ensuite, des actions qui ont un peu plus fait parler d'elles, c'était les blocages des AG de Total Energy, donc en 2022 et en 2023, avec de nombreux militants et militantes impliqués. C'était des beaux événements. Et à Grenoble, enfin un peu partout en France, il y a eu une action au printemps dernier organisée par le bruit qui court, qui a organisé le pipeline WECOP, le Western European Crude Oil Pipeline, qui consistait à reproduire un tracé fictif de pipeline de la taille d'ICOP à travers donc, les Pays-Bas, la Belgique et la France, avec des actions dans différentes villes en simultané, notamment à Grenoble, où les militantes et les militants ont tracé durant la nuit des marquages de travaux de pipeline en tout genre à travers la ville, qui ont distribué des lettres d'expropriation pour les habitants qui malheureusement avaient leur maison sur le tracé du pipeline, mais bon, il faut exploiter le pétrole, vous comprenez bien, et des permis de destruction, notamment sur la piscine Jean-Bouin, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, la première cible, c'est Total Energy, et malheureusement, c'est pas si facile que ça de faire infléchir une major pétrolière, et donc il y a une deuxième cible très importante, ce sont les financiers, donc les banques et les assurances. Oui, tout à fait. Pour sortir des projets pétroliers, surtout à celui-ci qui est chiffré à environ une dizaine de milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Une bonne piste d'action, c'est d'attaquer voilà, les cadres financières, donc les assurances et les banques. Donc c'est ce qu'a fait, c'est vraiment une grosse partie de la campagne Stop ICOP, avec des sollicitations massives, que ce soit par des manifestations physiques ou alors des manifestations digitales, par des envois de mails, des appels, ou alors même sur les réseaux sociaux, des assurances, des banques, pour leur demander de se prononcer publiquement vis-à-vis de ce projet et de dire, voilà, si vous êtes une banque qui va dans le sens de la transition énergétique, dans la transition écologique, et ben vous vous positionnez publiquement pour en sortir. Donc en France, on a plus particulièrement ciblé le Crédit Agricole et sa filiale Amundi, voilà, qui est actionnaire de Total Energy. Donc il y a eu une belle opération qui a été faite de visite de la quasi-totalité, je crois, des agences Crédit Agricole de France, pour aller parler directement avec les directeurs d'agence, leur dire voilà, c'est ça notre position, on voudrait que vous fassiez remonter ça à la direction et que voilà, le message puisse passer, pourquoi c'est problématique que le Crédit Agricole finance ce projet. Donc voilà, les premières assurances ont
commencé à se retirer dès le début de ce type d'action. Aujourd'hui, voilà, il y a près de 28 assurances et 24 banques qui sont publiquement retirées de ce projet-là. Alors voilà, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aurait vraiment qu'une poignée de banques et d'assurances qui restent derrière le projet. Je ne pourrais pas vous dire les noms, mais ça a vraiment été efficace. Et voilà, il faut faire fléchir les dernières pour qu'elles puissent se prononcer et se retirer de ce projet-là. Et une autre manière de voir que ça marche, c'est que le financement du projet, le bouclage du financement du projet, il est censé être repoussé par la majeure pétrolière. Au début, ils ont annoncé qu'ils arrivaient à finir le bouclage de leur projet fin 2022, puis ensuite ils ont annoncé au premier semestre 2023, puis fin 2023, et aujourd'hui on n'a toujours pas de signe qui indique que le projet est complètement financé. Donc voilà ce qu'il y en est pour les financiers. Et une autre manière d'essayer d'empêcher ce projet de voir un jour le jour, c'est d'aller discuter avec les fournisseurs. Donc ça, c'est aussi une des dernières victoires de la campagne Stop ICOP, avec le fournisseur ISOplus. C'est un fournisseur d'isolation de tuyauseries hydrauliques autrichien, qui était embarqué dans le projet ICOP. Et il y a eu des grosses manifestations en Autriche au travers de l'organisme Fridays for Future Autriche et Austria. Et suite à ça, donc 6 mois après, c'était cet été, ISOplus s'est publiquement annoncé, c'est retiré publiquement du projet. Donc on voit que c'est possible de proposer, de demander à des fournisseurs de se retirer et que les demandes peuvent aboutir. Donc la question, c'est à qui le tour. Nous, on connaît un fournisseur local de ce projet-là et on aimerait bien que lui aussi il se prononce publiquement. Voilà, donc on a fini pour cette première parenthèse ICOP et la campagne Stop ICOP, et on passe la main à nos collègues. Donc bonsoir à tous. Moi je vais vous parler, on va élargir le sujet à Total dans sa globalité, et en particulier ces projets fossiles et les conséquences sur le climat. Donc vas-y, si on peut démarrer. Donc donc ça va être assez court, hein, il y a 3 diapos. Donc la première c'est... Pardon ? Plus près. Donc la première, ça s'appuie sur les travaux de Christophe Bonneuil, qui est enseignant-chercheur en histoire des sciences, et plus particulièrement dans le domaine de l'environnement. Donc la première chose qu'il dit, je vais me mettre un peu là parce que sinon je ne sais pas trop. Donc la première chose, c'est que les connaissances et les alertes sur le réchauffement climatique sont anciennes, et surtout les entreprises pétrolières en avaient une connaissance bien antérieure au GIEC. Voilà. Ok. Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Donc le GIEC, la création du GIEC, c'est en 1988. Et donc trois dates pour illustrer cette première affirmation. À la fin du 19e siècle déjà, les connaissances théoriques sur le réchauffement climatique, l'effet de serre et les conséquences sur le climat sont connues. Il y a des publications à cette date-là. Ensuite, une deuxième date, en 1954, l'industrie pétrolière a commencé à financer des recherches et à être informée sur l'effet de serre. Donc ça fait donc déjà 70 ans que ces compagnies sont en connaissance du réchauffement et de ses conséquences. Et enfin, une dernière date, en 1971, on a une publication dans le journal de Total qui prouve que le phénomène a été connu au plus haut niveau, donc par le PDG. Donc toujours la même façon, le fait de rejeter, le fait de brûler des combustibles fossiles, ça rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère, et l'élévation du taux de gaz carbonique a des conséquences sur le climat. Donc c'est connu en 1971. Alors après, il s'ensuit une période en 98-90, on retrouve une fenêtre d'opportunité, où là, au niveau aussi bien français, européen qu'international, on envisage des politiques climatiques ambitieuses, donc avec un projet d'écotaxe européen,
Et aussi, on envisage un engagement de réduction des rejets de moins 20% entre 1990 et 2005. Cette fenêtre d'opportunité, elle tombe en 92 au moment de la conférence de Rio. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Et donc, la fenêtre se ferme à Rio en 1992, où l'accord de la Convention cadre sur le climat est minimaliste, où là, donc, il y a eu des gros espoirs qui étaient fondés, mais en fait, cette conférence se clôt sans création d'autorité mondiale sur le climat et sans engagement contraignant. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on n'a pas abouti à ce moment-là, en fait, et pour avoir la réponse, il faut regarder du côté de l'industrie pétrolière. Voilà. Donc aussi bien aux États-Unis, où Exxon a dépensé des centaines de millions de dollars, qu'en France, où Total s'est employé, et ça jusqu'en 2006, d'une part à nier immédiatement cesser de procéder au développement de nouveaux gisements d'énergie fossile et au contraire se reporter massivement sur les énergies bas carbone. Là, tu peux y aller. Alors, sans surprise, au vu des messages d'alerte des ONG ou ce qu'on lit dans la presse, là, on va voir que Total s'assoit sur les recommandations des instances internationales et développe à tout va des nouveaux projets pétroliers et gaziers. Alors, j'ai pris aussi deux rapports. On a un rapport de Greenpeace en 2023 qui décompte 33 bombes climatiques pour Total. On parle de bombes climatiques lorsque le projet est susceptible, s'il est exploité jusqu'à la fin, de rejeter au moins 1 gigatonne d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Et donc ces 33 bombes climatiques équivaudraient à 83 gigatonnes de CO2. Ensuite, on a un autre rapport que j'ai lu sur Reporter et qui s'appuie de données des ONG Reclaim Finance et Bloom, qui lui décompte 68 nouveaux projets depuis mai 2021. Donc mai 2021, c'est la date du rapport de l'AIE qui recommande de ne plus développer de nouveaux projets. Et donc ces 68 nouveaux projets, il y en a 39 qui sont au stade de l'exploration, donc le tout début d'un projet. On commence par s'assurer qu'il y a la quantité de pétrole et si c'est exploitable. 16 qui sont en attente d'investissement, donc en attente de décision finale. Et 39 de ces projets ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement. Donc là, on est sûr qu'ils vont se faire. Tout ça, donc après la date de recommandation de l'AIE. Donc, pourquoi Total développe tous ces nouveaux projets? C'est parce que donc ils indiquent qu'ils vont continuer à augmenter leur production. Donc en 2023, on a eu 0,4% d'augmentation de production pour les hydrocarbures et plus 9% pour le gaz naturel liquéfié. Et pour les 5 prochaines années, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, s'est engagé à augmenter sa production de 2 à 3% par an. Donc on peut se demander pourquoi Total fait ça alors que toutes les instances internationales recommandent de ne plus augmenter la production. Eh ben, c'est simplement que c'est un bénéfice qui est très juteux, puisque ça a rapporté en 2023 21,4 milliards de dollars. Et donc c'est le bénéfice de Total, et 90% de ce chiffre est en provenance du secteur pétro-gazier. Alors ensuite on peut se demander comment est réaffecté ce bénéfice, enfin et il faut savoir c'est que la part qui est redistribuée aux actionnaires, c'est 16,6 milliards de dollars. Et pour ce qui concerne les investissements,
Total continue à investir à diriger 2/3 de ses investissements sur le fossile et seulement 1/3 sur le renouvelable. Donc et par contre, au niveau communication, ça serait plutôt l'inverse. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Anna qui va vous parler plutôt du colonialisme de Total. Du coup, Total, en plus de ses activités climaticides, c'est une entreprise influente qui a une posture néocoloniale et qui conserve les avantages de son héritage en étant soutenue par l'État français et en s'implantant dans des pays aux régimes autoritaires. Donc historiquement, Total, il est issu d'Elf Aquitaine, qu'il a acquis en 2000. Elf, c'est une entreprise qui a été créée en 1966 sous l'impulsion du général de Gaulle et qui était faite à la base destinée à assurer la grandeur de la France, entre guillemets, en Afrique et à maintenir un accès français à la ressource stratégique du pétrole. Les agissements de cette entreprise l'inscrivent dans le système de la France-Afrique, mis en place dès la décolonisation de l'Afrique dans les années 60. La France-Afrique, c'est un système politico-financier lucratif qui fonctionne selon une diplomatie de l'ombre entre la France et ses anciennes colonies. C'est un système d'ingérence qui est véritablement mis en place pour s'assurer de la poursuite des intérêts français sur le plan stratégique, donc en mettant en place des bases militaires, et économique, en offrant aux multinationales françaises un accès privilégié aux ressources naturelles et stratégiques, comme le pétrole ou l'uranium. Elf a ainsi servi à l'État français pour prolonger la domination française sur les anciennes colonies, et en parallèle, Elf s'est fait des marges massives dans l'exploitation du pétrole. Cet argent y permettait de financer le contrôle des pays producteurs, en corrompant des décideurs locaux, en finançant des milices, par exemple. Cela a été largement mis au jour lors de l'affaire Elf et des enquêtes menées par Eva Joly et Laurence Vichynski. Elf est ainsi notoirement connu pour son implication dans des guerres, dans des coups d'État. On peut par exemple prendre l'exemple du Congo. Elf a ainsi manœuvré pour remettre Denis Sassou Nguesso, un allié de Elf, au pouvoir, alors qu'un régime plus critique d'Elf était arrivé en place, et démocratiquement. Le groupe français s'est alors impliqué dans la constitution et l'armement de milices jusqu'à une guerre civile en 1997. Elf soutenait les deux camps en même temps, mais a permis l'envoi d'armes et d'alliés comme l'armée angolaise ou des soldats tchadiens, des mercenaires rwandais, pour venir en soutien de Sassou. Il est redevenu président après des centaines de milliers de morts et des dizaines de milliers de réfugiés dans les pays voisins, et il a mis en place un régime autoritaire qu'il gouverne encore aujourd'hui. En fusionnant avec Elf au printemps 2000, Total a eu à cœur de faire oublier ce passé. Mais en fait, pour Alain Deneau, auteur du livre « De quoi Total est-il la somme ?», l'entreprise pétrolière est seulement devenue une firme apatride, mais qui continue dans cette direction. Elle a hérité de réseaux d'influence, de savoir-faire et de modalités qui lui permettent d'exercer des pressions pour arriver à ses fins sur le continent africain. Total y continue dans cette lignée, même si la carte des activités actuelles et à venir de Total ne coïncide plus parfaitement avec les frontières historiques de la France-Afrique. Le groupe continue de mobiliser des outils et des canaux d'influence permis par cet héritage. Il continue par exemple de corrompre des gouvernements, de financer des groupes militaires pour faire valoir ses activités économiques au détriment des pays qui possèdent les ressources. C'est notamment le cas au Mozambique, et là je m'appuie sur des études réalisées par les Amis de la Terre et Survie. Donc au Mozambique, Total est le principal opérateur du méga projet gazier Mozambique LNG. En 2010 et 2013, il y a eu d'importantes réserves de gaz qui ont été découvertes au Mozambique, et du coup ça a attiré des multinationales et étrangères qui sont venues exploiter ces réserves. Les accords entre le gouvernement et les opérateurs étrangers ils sont structurés de manière à ce que les recettes des exportations, elles ne commencent à remplir les caisses de l'État mozambicain qu'une fois que les compagnies gazières auront récupéré leur réinvestissement. Ça repousse donc le moment où l'activité économique revient au Mozambique. Et depuis plusieurs années, la diplomatie française, elle s'attache à préserver et à approfondir les intérêts économiques des entreprises françaises qui sont impliquées dans ces projets. Ces efforts diplomatiques de la France, elles se sont accentués depuis l'arrivée de Total en septembre 2019 comme principal opérateur du projet Mozambique LNG. Le gouvernement français a même choisi de soutenir financièrement l'un des 3 projets gaziers en accordant une garantie à l'exportation. Face aux insurrections qui ont eu lieu dans la région depuis octobre 2017, l'État français et les multinationales, dont Total, choisissent la stratégie de la militarisation.
Donc elles vont protéger, elles vont financer des forces qui vont protéger en priorité les installations gazières au détriment des populations civiles. La militarisation de la zone et les activités gazières contribuent à alimenter les tensions qui nourrissent cette situation tendue. Et de l'armement sous licence française se retrouve même entre les mains de groupes paramilitaires actifs pour contrer cette insurrection. En plus, face à la déroute de l'armée mozambicaine qui est aussi investie pour lutter contre cette insurrection, les compagnies de sécurité privées prennent de plus en plus d'ampleur. Donc en fait, comme je viens de l'expliquer, tout comme son ancêtre, Total bénéficie du soutien de l'État français pour mener à bien des projets climaticides et qui mettent en danger les populations civiles. La mise en avant des intérêts de l'entreprise au détriment des populations et dans un contexte de tension, de militarisation et de corruption est bien caractéristique des privilèges des multinationales occidentales. Ces projets, il faut le garder en tête, bénéficient bien plus aux entreprises qu'aux pays en question et s'inscrivent donc dans l'histoire coloniale. De nombreux rapports recensent des violations de droits humains par Total. C'est le cas avec ICOP, dont on vous a déjà parlé. Pour rappel, le projet a nécessité de nombreuses expropriations, souvent sous contrainte, accompagnées de faibles, voire, c'est mieux, voire une absence de compensation. En juin 2020, 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont adressé des courriers d'interpellation à Total et au gouvernement ougandais et français au sujet des risques du projet pétrolier pour les droits humains, et plus particulièrement concernant des menaces et du harcèlement visant les opposants au projet. Et ces agissements sont cautionnés par l'État français qui apporte son soutien à Total. Et il faut le dire aussi que Total a une stratégie d'influence bien rodée et puissante, notamment en plaçant d'anciens de ses responsables au cœur de l'appareil d'État ou à l'inverse en accueillant d'anciens hauts fonctionnaires. Ce qui questionne donc la séparation entre intérêts publics et privés. Ainsi, en mai 2021, Emmanuel Macron a écrit au président et dictateur ougandais pour le féliciter de sa réélection et affirmer son souhait que les projets pétroliers de Total, et notamment l'oléoduc ICOP, voient rapidement le jour. L'État apporte donc un soutien politique et diplomatique. L'ambassadeur de France à Kampala joue les entremetteurs pour le groupe pétrolier en étant associé aux visites officielles de Pouyanné pour rencontrer les dirigeants ougandais. Et plusieurs programmes de coopération militaire ont été engagés, comme la formation de troupes de l'armée ougandaise par l'armée française, ensuite chargée de protéger les régions pétrolières contre les menaces extérieures. Et l'État français ne se contente pas d'apporter au projet de Total un soutien politique et diplomatique, il apporte aussi diverses formes de soutien financier à travers des organismes comme la BPI France, la Banque publique d'investissement, qui octroie des garanties publiques à l'exportation, autrement dit l'assurance que les pouvoirs publics français interviendront pour compenser d'éventuelles pertes liées à un projet. Il n'y a pour l'instant aucune preuve qu'ICOP ait reçu un tel soutien, bien qu'il a été évoqué entre Macron et Patrick Pouyanné en 2021, mais ça avait été le cas pour d'anciens projets, des projets de Total comme Mozambique LNG. Donc Total, c'est une entreprise à la posture néocoloniale qui viole les droits humains sur de nombreux projets et qui pourtant reçoit encore le soutien du gouvernement français. Et Schneider, en travaillant pour Total et pour ICOP, doit accepter de voir son nom associé aux exactions commises par Total. Merci Juliette et Anas pour cette partie sur les droits humains. Avant de revenir en profondeur sur la responsabilité de Schneider, j'aimerais préciser que du coup notre campagne, elle s'inscrit plus globalement dans la campagne française Stop Total, qui a été lancée en février 2023 par 350.org, et qui a mené plusieurs actions de sensibilisation, des interpellations de personnalités politiques, d'entreprises, des actions en justice aussi, pour s'attaquer à plusieurs autres projets climaticides de Total, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'ICOP. Il s'agit donc par exemple du scandale des eaux noires au Yémen. Quentin Muller, un journaliste d'investigation, spécialiste du pays, a révélé ce scandale sanitaire et environnemental
Il a découvert en 2020 que l'entreprise pétrolière à l'est du pays a laissé derrière elle d'énormes pollutions. Il a rencontré sur place des avocats qui lui ont décrit la liste des crimes environnementaux qui ont des conséquences aussi sur les êtres humains. Le taux de cancer, par exemple, a explosé. La région, globalement, elle est dévastée, plus rien ne pousse. Donc, je vous laisse imaginer aussi les conséquences pour la biodiversité. Et donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est le résultat d'accidents pétroliers qui sont notamment liés à l'utilisation du BTEX, une substance hautement cancérigène qui permet en fait de séparer les hydrocarbures de l'eau. Et donc, cette eau rejetée est chargée en métaux lourds, elle est radioactive, donc toxique. C'est pour ça que les entreprises pétrolières sont chargées normalement de construire des usines de traitement des eaux, ce que Total n'a pas fait apparemment. Peut-être pour des raisons économiques, pour réduire les coûts, en pensant que personne ne s'en rendrait compte. Et ces eaux de production ont donc été stockées à l'air libre pendant plusieurs mois dans une région qui est soumise aux moussons, donc des pluies très intenses. Et donc les boues radioactives ont fini par déborder des bassins. Elles ont ruisselé du haut de... Enfin, c'était sur une partie en amont, donc elles ont ruisselé en bas dans la vallée, une vallée habitée. Et c'est pas tout, parce qu'en parallèle de ça, il y a eu dans la même région l'explosion d'un pipeline en 2008. Et donc l'écoulement pendant une nuit entière a répandu des millions de barils de pétrole qui ont eux aussi dévalé depuis le canyon jusqu'en contrebas. Et voilà, donc Total est parvenu à étouffer l'affaire en 2015. Il a payé pour retirer leurs plaintes des paysans, 5 paysans yéménites, parce qu'il y a aussi des mobilisations sur place. Et donc cette plainte n'a pas abouti. Mais une action en justice qui a été lancée très récemment, en février dernier, en France, c'est l'avocat Fyodor Ilov qui représente les requérants, dont Stop Total fait partie. Et l'action donc en justice est toujours en cours. Voilà, donc pourquoi le collectif Stop Total a un champ d'action plus large que la campagne d'ICOP. Oui, donc voilà, bonjour à tous et merci. Donc nous, ça nous paraissait important de mettre quand même pas mal d'éléments de contexte avant de parler de Schneider Electric. Donc évidemment, il faut quand même qu'on explique ce que c'est le projet ICOP, pourquoi il y a des mobilisations internationales sur Total, dans quel contexte de campagne militante et activiste ça se passe. Mais donc voilà, on va parler un peu plus de ce qui nous préoccupe plus principalement aujourd'hui à Grenoble. Donc à savoir l'implication de Schneider Electric dans le projet ICOP. Alors Schneider, c'est une entreprise multinationale française dans la mesure où son siège social est à Rueil-Malmaison, qui fait de l'ordre de 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 130 000 salariés dans le monde et 5 000 à Grenoble, ce qui fait qu'on a de l'ordre de la moitié de l'effectif français dans le bassin grenoblois. Et c'est une entreprise qui, depuis pas mal d'années maintenant, a un discours extrêmement volontariste sur les questions écologiques, en tout cas sur la transition énergétique, sur les économies d'énergie et sur la décarbonation de l'économie. Donc si vous allez sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver tout un ensemble de phrases inspirantes du type le développement durable est au cœur de nos objectifs, de notre culture et de nos activités, car nous accélérons notre contribution vers un monde durable et inclusif. Ou alors encore, celle-ci je l'aime bien, s'attaquer à ces défis mondiaux exige du dévouement et de la détermination. Chez Schneider, nous croyons fermement que les entreprises qui veulent prospérer doivent également faire le bien et vice-versa. Voilà. Et sinon, Schneider Electric a été nommé il y a 2 ans entreprise la plus durable au monde par le magazine Corporate Knights, que je n'ai jamais lu personnellement. Et pourtant, Schneider Electric travaille pour Total sur le projet ICOP. Et Schneider Electric fournit des équipements pour la supervision et la sécurité de l'installation, ainsi que son infrastructure électrique.
Donc voilà, ils vont mettre des détecteurs de contrôle, de surveillance de ce pipeline qui fait 1400 km de long, et c'est du pétrole qui est peu fluide, qui nécessite d'être chauffé. Donc vous avez besoin d'énergie pour chauffer et pour pomper ce pétrole sur 1400 km. Et l'innovation qu'apporte Schneider Electric à ce système, c'est que tout cela sera alimenté par des panneaux solaires avec des systèmes qu'on appelle des microgrids, c'est-à-dire des systèmes de gestion de micro-réseaux voilà, qui permettent de fonctionner avec 100% d'énergie renouvelable. Et donc, j'imagine que vous êtes convaincus que c'est super écologique à ce stade. Alors, est-ce qu'on a du son? On va remonter l'amplification du son. Et maintenant, on va faire parler Jean-Pascal Tricoire, qui a été PDG du groupe pendant 20 ans. On est à 82% d'énergie fossile dans le monde. Donc le monde est drogué aux énergies fossiles. Et pour tous ceux qui ont eu des gens qu'ils connaissaient et qui étaient drogués, on n'enlève pas, on ne sort pas une personne de la drogue en la privant de ça. Il faut surtout traiter le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous travaillons avec ces industries pour les rendre moins carbonés. Dans le cadre du projet ICOP, sur lequel le projet a commencé il y a plus de 10 ans, les solutions de Schneider Electric permettent d'éliminer 30% de carbone. Donc on se retire du projet. Non mais laissez. Donc premier élément. Donc sur l'élément plus global, est-ce qu'on travaille avec ces industries? Oui, parce qu'on en aura besoin pendant la transition énergétique. Deuxième sujet, j'ai passé moi-même 1 heure avec Patrick Pouyanné dans un entretien inquisiteur. Ensuite, de cette rencontre, nous avons généré plusieurs rencontres supplémentaires au niveau comité exécutif, avec des listes de questions sur tous les points que vous mentionnez, parce qu'on a reçu des mails venant de plusieurs personnes, mais qui reprenaient les mêmes éléments, très cohérents. Et donc, sur chacun des éléments, Total et les protagonistes du projet, y compris les sociétés qui commanditent le projet en Ouganda et en Tanzanie, nous ont répondu. En parallèle, parce que ce sujet est important et particulièrement les conséquences sociales, nous avons mandaté une société extérieure pour vérifier tous les éléments qui nous avaient été mentionnés. Et les éléments qui nous reviennent par toutes ces sources, j'élimine celles qui viendraient des protagonistes de ce projet comme Total, parce qu'on pourrait, c'est une société quand même qui a une réputation, qui a une éthique et qui est contrôlée, qui a des auditeurs et autres, mais par une partie extérieure, on a eu confirmation que les éléments que vous venez de mentionner ne correspondent pas à ceux que nous vérifions sur le terrain. Et je vous vois nier ce que je dis, mais on y a passé beaucoup de temps et on y a dépensé beaucoup d'argent avec une société extérieure qui n'a rien à y gagner. Mais voilà, ça paraissait important qu'on donne un petit peu la parole à Schneider Electric ce soir. Mais bon, c'est vrai qu'on les a pas invités, mais en même temps ça fait quand même maintenant quelques mois qu'on insiste pour pouvoir discuter avec eux, et pour l'instant c'est compliqué. Et donc voilà, celui qui parlait, c'était Jean-Pascal Tricoire, qui a été le PDG pendant 20 ans du groupe et qui est toujours directeur stratégie là. Et donc on vous a montré ces extraits là pour voir un peu comment Schneider Electric essaye de se défendre sur cette implication dans ICOP. Donc là, c'était des extraits de l'Assemblée Générale 2023 où il y a eu une interpellation sur le sujet. Donc sur les droits humains, qu'est-ce que nous dit Jean-Pascal? Donc sur chacun des éléments, Total et les protagonistes du projet nous ont répondu. Total est une entreprise qui a une réputation, une éthique. Bon, il me semble qu'on vous a expliqué avant qu'on est relativement réservé sur cette affirmation du côté éthique de Total. Et il nous dit aussi, par une partie extérieure, on a eu confirmation que les éléments que vous venez de mentionner ne correspondent pas à ceux que nous vérifions sur le terrain. Donc ça veut dire quoi? Les éléments que vous venez de mentionner, donc ce sont les violations massives et systémiques des droits humains sur place. Et donc la tierce partie en question, donc la partie extérieure, là en l'occurrence il fait référence à un cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy, qui est un cabinet d'audit de risques financiers. Et donc qui apparemment a été
missionné par Total pour vérifier si tout allait bien sur place. Et voilà, on n'a pas le rapport, il n'est pas public, on ne sait pas quels ont été les moyens mis en œuvre, quelle a été la méthodologie, mais on connaît la conclusion qui est qu'ils n'ont vu aucun problème sur place. Donc voilà, nous on rappelle tout de même que y a tout un ensemble d'ONG de référence au niveau international qui ont sorti des sujets sur la question, Oxfam qui avait interrogé 800 personnes il me semble, les Amis de la Terre, les Amis de la Terre Survie, Human Rights Watch, et puis bon il y a plein d'autres rapports secondaires, des mises à jour des rapports. Et dans la coalition Stop ICOP, vous avez des ONG locales qui remontent toutes la même chose. Le Parlement européen a fait une enquête sur place et arrive aux mêmes conclusions, qu'il y a des violations massives et systémiques des droits humains. Il y a de nombreux articles de presse de différents pays qui constatent toute la même chose. Mais Schneider Electric, eux, n'arrivent pas à avoir les droits humains, et pourtant ils y dépensent du temps et de l'argent. Mais vraiment, ces ballots, ils ne voient rien. Ils ne voient vraiment rien. Sur la question du carbone. Donc Jean-Pascal nous dit aussi que Schneider réduit de 30% l'empreinte carbone du projet. Alors ça paraît super, mais de quoi Jean-Pascal parle-t-il exactement? Donc là j'ai remis le graphe des émissions totales du projet, et évidemment nous dans ces émissions on compte la combustion du pétrole qui sera extrait dans ces puits, puisque c'est bien ça qu'on reproche au projet ICOP, c'est d'ouvrir tout un nouveau bassin d'exploitation qui jusqu'ici était inaccessible et de permettre l'exportation de ce pétrole vers d'autres continents. Et voilà. Et Jean-Pascal, lui, il parle plutôt de l'utilisation du pipeline ICOP, de sa construction et de l'utilisation. Donc ça, c'est le petit bloc orange là-bas. Et donc les 30% de réduction s'appliquent à cette partie-là, donc ça fait plutôt 0,6% de l'impact total du projet. C'est remarquable de noter à quel point la communication de Schneider est quasiment un copier-coller des rhétoriques de Total, en fait. Ce projet vraiment se glisse vraiment dans une tendance très marquée, qui a été souligné par l'association Bloom, qui a sorti un rapport qui s'appelle le Joker ENR, qui insiste sur la communication de Total, sur le fait qu'à chaque fois qu'ils vont démarrer un projet, lancer un projet, ils vont en même temps développer des installations d'énergie renouvelable, alors beaucoup moins imposantes, mais du coup ça leur permet de communiquer de façon parallèle en disant bah voilà, on fait des forages à tel endroit, mais en même temps on installe telle quantité de panneaux solaires. Et du coup, regardez, on est une entreprise multi-énergie, c'est super ce qu'on fait, on fait notre transition là. Bon, il faut quand même regarder un petit peu les chiffres. Et par exemple, sur la période 2015-2020, Total a investi 77 milliards de dollars dans de l'exploitation pétro-gazière et 5 milliards dans des énergies renouvelables. Et sur cette même période, ils ont produit 447 unités énergétiques fossiles pour une d'énergie renouvelable. Donc, Total reste une entreprise qui investit très majoritairement dans les énergies fossiles et reste très essentiellement un groupe d'énergie fossile, même si c'est vrai qu'ils augmentent petit à petit leurs investissements dans les renouvelables et rachètent des entreprises dans ce domaine. Toujours Jean-Pascal nous dit: le monde est drogué aux énergies fossiles, la transition énergétique on la fera par la transition de la demande, c'est pas par l'offre. Donc ce fait de se focaliser sur la demande, ça aussi c'est très central dans la communication de Schneider. Et Schneider Electric et de Total oui. Donc Schneider Electric dit qu'ils vont aider leurs clients, leurs partenaires à baisser leur consommation d'énergie, à décarboner leur process, et c'est très bien, ça c'est effectivement une partie de ce qu'il faut faire, mais ça n'empêche pas de regarder aussi ce qui se passe du côté de la production, parce que évidemment si on continue à investir toujours plus dans de l'exploitation gazière et qu'en même temps on baisse notre consommation, à un moment il va y avoir une divergence et on va se retrouver
Si vous avez entendu parler de ça, donc le projet, c'est une ville de 9 millions d'habitants qui serait un building géant de 170 km de long et de 200 mètres de large, et qui serait une ville ultra connectée avec des gens qui pourraient se déplacer en voiture volante de haut en bas. Et voilà, donc ça consomme une quantité d'énergie et de ressources absolument incroyable. Et bon, c'est au milieu du désert, hein, donc c'est compliqué. L'idée, c'est de faire un concurrent à Dubaï, en gros. Et voilà, il y a aussi des violations des droits humains sur place, puisqu'il y a des gens qui habitent là-bas qui protestaient contre l'expulsion, qui ont été décapités, puisque c'est comme ça qu'on gère les problèmes en Arabie Saoudite. De manière générale, sur la politique de Schneider Electric, sur cet aspect durabilité, développement durable et économie d'énergie, c'est quand même beaucoup basé sur du numérique, développer des capteurs, du contrôle de consommation d'énergie. Et en fait, ils ont quand même beaucoup tendance à faire ça avec du big data, de l'intelligence artificielle, et au-delà de cette question d'économie d'énergie, c'est quand même un peu leur cœur de métier de faire du numérique. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'ils ont envie de tendre, de faire du numérique, du logiciel, des capteurs, du big data, de l'intelligence artificielle. Et bon, bah oui, évidemment, on peut se poser la question de si tout ça est vraiment durable et quel est le bilan écologique réel de tout ça. Nous, on n'a pas particulièrement creusé ce sujet-là, mais il y a quand même pas mal de questions de gens qui se posent des questions sur ces aspects. Pour finir sur ICOP et ce qu'on reproche à Schneider, donc évidemment leur participation à ICOP, mais un peu plus précisément, pour nous, ils mènent vraiment un travail actif de négation, de violation des droits humains, puisqu'ils les nient, mais en plus, voilà, ils essayent de monter cette propagande interne qu'ils vont répéter encore et encore à leurs employés, comme quoi, bon, ils ont fait des contrôles sur place, tout va bien, ils ont mandaté, ils ont fait des audits. Donc il y a vraiment une construction de leur irresponsabilité dans le sujet. Bah oui, donc il y a aussi ce soutien à la propagande de Total pour maintenir le statu quo. Ils utilisent les mêmes arguments qui, au final, visent à déresponsabiliser Total, à justifier qu'on continue à augmenter les investissements, à toujours faire plus d'investissements dans les énergies fossiles. Et c'est extrêmement dangereux, et on sait, c'est aussi des choses qu'ils répètent à leurs employés, et même à des élèves. Ils ont des écoles de formation à Schneider Electric, et on sait qu'ils leur racontent que le projet ICOP, c'est super bien, parce que voilà, il décarbone le pipeline, quoi. Donc nous, ça nous paraît tout à fait irresponsable. Voilà, moi j'ai fini. Je pense que c'est à toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nous, à Grenoble, donc ce que je vous ai expliqué, le collectif de toutes ces associations militantes, donc Stop Total Grenoble, nous avons commencé au printemps dernier, sous l'impulsion de Stop Total, de faire des actions contre le Crédit Agricole et la Société Générale, donc les banques qui financent le projet, pour leur demander de se retirer du projet. Donc vous voyez, ça c'est une action qu'on a fait devant le Store, qui est l'agence principale du Crédit Agricole. Donc on a fait principalement du tractage. On a, comme on vous l'a dit, envoyé des mails au directeur des agences. Et puis on a même fait une opération de dying, c'est-à-dire du verbe to die, mourir, pour représenter l'ensemble des morts, des morts futures de Total Energy. Un petit extrait de cette vidéo qui a été fait au printemps 2023. Ensuite, nous avons continué nos actions, et donc on a participé à l'Equiden. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'Equiden, c'était le 8 octobre 2023. L'Equiden, c'est un marathon en relais de 6 coureurs qui a eu lieu donc ce dimanche 8 octobre sur la presqu'île de Grenoble, et auquel participent en général des équipes des grandes entreprises de l'Isère.
Donc nous y avons participé avec les couleurs de Stop Total. Vous voyez notre équipe là qui s'est bien défendue. Et nous en avons profité pour tracter et pour rencontrer aussi les salariés de Schneider qui participaient à la compétition et commencer à discuter avec eux. Donc ça, c'est la deuxième action que nous avons faite. Ensuite, il y a eu aussi une conférence de l'ISGT Europe 2023, voilà, qui s'est fait... et ça s'est passé entre le 23 et le 26 octobre. Et là aussi, nous sommes allés sur place pour alerter. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que cette conférence, l'un de ses sponsors, c'était Schneider Electric. Alors, le thème de cette conférence était les solutions d'alimentation pour de futurs réseaux intelligents, décarbonés et résilients. Voilà. Et donc, là aussi, on est allé pour interpeller Schneider, les personnes qui participaient à la conférence, et puis aussi commencer à interpeller les médias locaux, et on a eu de très bonnes retombées, enfin beaucoup d'articles qui sont passés dans les médias locaux. Voilà, je vais faire suite à... Alors, comme autre action que nous avons menée, en fait des tractages bien sûr sur les sites grenoblois, puisqu'il y a quand même 3 gros sites de Schneider, sur la Presqu'île, à Inno-Valley et à Hébin, pour toujours être présent et ne pas les lâcher, si je puis dire. Alors c'était évidemment dans l'idée de rencontrer le plus de salariés de Schneider, et d'entamer la discussion sans entrer dans la confrontation, bien sûr, ni la culpabilisation, mais on a pu constater, c'était assez intéressant, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de salariés qui ignoraient totalement la participation de Schneider au projet ICOP. Donc il y a eu des échanges assez riches. On a été bien accueillis par ces salariés, même si bien sûr, ils souhaitent souvent préserver leur entreprise. Voilà, c'était assez informatif en fait. Alors bien sûr, on a, pour étayer notre communication, on s'est servi de moyens relativement humoristiques. Vous avez pu voir à l'entrée la gazette Schneider Hypocrite, et puis les lunettes ici même, les lunettes spéciales cécité concernant les violations des droits humains. Voilà, pour essayer de faire passer le message un peu plus facilement peut-être. Alors à noter que sur le site des bains Europol, on était attendu par la police, mais parce que c'était un jour de visite de l'ancien PDG de Schneider. Et là, les entrées étaient extrêmement contrôlées. Alors après ça, nous avons participé à la Technfest le 1er février à Alpexpo. Donc là, c'est un grand raout, un grand festival, première édition d'un grand festival concernant les technologies nouvelles. Auquel participait Schneider, et donc on a à la fois fait des tractages, je pense que voilà, on a les photos extérieures à l'entrée d'Alpexpo, et puis on a tenté et réussi une prise de parole pirate sur la grande scène d'Alpexpo au moment d'une table ronde qui était prévue entre un responsable de Schneider et un directeur de recherche du CNRS. Alors, faut bien dire que ça a été assez mouvementé. Là, vous voyez une photo, là-haut à droite, mais je crois qu'on dispose aussi d'une vidéo. Les vigiles n'étaient pas forcément tous d'accord avec notre prise de parole. Il y a même eu du jet de militants hors de scène, il faut bien le dire. Mais finalement, on a pu délivrer le message qu'on avait envie de délivrer. Et avec des retombées médiatiques. Et on va regarder un peu tout ça. Doucement, on va y arriver. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? C'est vous qui avez quelque chose à dire, monsieur? On vous donne 2 minutes.
On vous écoute, il n'y a pas de problème, tranquillement, on va vous amener un micro. Il n'y a pas de raison, tout va bien, tout va bien. Tech'n'Fest, on vous l'a dit, c'est un événement, c'est un festival. Donc vous avez le droit de parler, on vous donne 10 minutes, ensuite on prendra le cours, évidemment, de notre activité. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter, mais je vous en prie, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter les 2 minutes. Je vous remercie beaucoup, madame, c'est à vous. Il va marcher, si, ne vous inquiétez pas, il va marcher. Votre prénom, c'est Isabelle. Isabelle. Alors, Isabelle, vous avez 2 minutes. Alors, je regrette d'avoir été jetée de scène pour mettre très mal le poignet, mais on va prendre la parole quelques minutes pour dénoncer l'hypocrisie de Schneider. Si vous pensez que les solutions climatiques passent par les nouvelles technologies et par des entreprises comme Schneider, sachez que Schneider Electric participe avec Total Energy au projet pétrolier ICOP, véritable bombe climatique. Merci. ICOP, c'est un projet de pipeline en Ouganda et en Tanzanie. ICOP, c'est 1400 km d'oléoduc chauffé en permanence à 50 degrés Celsius pour transporter le pétrole. ICOP, c'est un risque environnemental majeur pour le lac Victoria, les espaces naturels et les populations qui en dépendent. ICOP, c'est des millions de tonnes de CO2 émis pendant 25 ans d'exploitation. Et qui va construire toute l'infrastructure autour du pipeline? Et qui va participer à détruire nos conditions de vie sur Terre avec Total Energy? ICOP, c'est aussi un projet qui a été condamné par le Parlement européen. ICOP, c'est aussi plus de 100 000 personnes qui se retrouvent expropriées ou sans revenus et qui ferment les yeux sur les violations des droits humains. Vous connaissez le GIEC, vous connaissez l'Agence internationale pour l'énergie. C'est simple, pas de nouveaux projets pétroliers si on veut espérer rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. C'est simple, stop ou pas. Sinon, on passera des points de bascule climatique et on dégradera définitivement nos conditions de vie sur Terre. Dans 30 ans, quel âge auront vos enfants? Moi, mon fils, il aura la trentaine. Schneider doit reconnaître les violations des droits humains liées au projet ICOP et doit se retirer de ce projet. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci à tous. Excusez-moi, c'est pas fini, juste encore 30 secondes. Isoplus, qui est un autre fournisseur du projet, s'est retiré récemment du projet ICOP. Comme une vingtaine de banques, une vingtaine d'assurances qui se sont aussi retirées du projet ICOP. Qu'attend Schneider Electric pour se retirer de ce projet, cette véritable bombe climatique? Mesdames et messieurs, on a des tracts avec un QR code qui vous amène sur des sources solides, des sources complètes. On va terminer. Et on vous invite à envoyer un mail à Schneider Electric si vous pensez que ce projet ICOP ne doit pas exister. Merci. Merci à vous. Et merci. Voilà. Alors on a aussi eu d'autres actions, disons plus modestes. Pour toucher un maximum d'automobilistes, on a développé une banderole sur la 80 un samedi de février. Pour les cyclistes, on a fait plein de pochoirs sur les pistes cyclables, on n'oublie personne. Voilà, et on distribue volontiers des stickers, vous en aurez peut-être aussi ce soir. Ok. Donc, voilà, un peu l'ensemble des actions qu'on a faites sur l'agglomération. Alors, vous avez bien vu que l'intérêt de... Pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui que l'implication de Schneider soit un sujet public? Ouais. Des militants de Schneider, hein. Donc vous avez vu que l'intérêt de mettre la pression, comme on l'a fait avec le Stop Total, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, le groupe Total n'a toujours pas trouvé l'intégralité de son financement.
Nous, on a bien vu à notre niveau que le fait de mettre l'ensemble des actions, ça a mis la pression sur Schneider. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau de la direction, ça commence à s'agiter. Parce qu'en fait, ils n'aiment pas trop qu'on entache leur image verte, comme vous l'avez vu, parce qu'ils sont très attachés à leur image. Alors la preuve en est d'une réunion en visio qui s'est fait là dernièrement à l'initiative de Schneider, et c'était en direction des personnes qui les avaient interpellées par mail. D'accord ? Donc ils ont proposé une réunion en visio. Alors nous, évidemment, on y a participé en se disant super, on va pouvoir poser des questions. Il y avait même des représentants ougandais, etc., qui s'étaient déplacés. Et en fait, on n'a pas pu du tout parler. Les micros étaient coupés, donc on n'a fait qu'écouter ce qu'ils avaient à nous raconter. Alors éventuellement, quand on s'est un peu insurgé en disant ça sert à quoi qu'on soit là, ils ont dit ouais, mais vous pouvez nous écrire dans le chat. Sauf qu'ils avaient des modérateurs et qu'ils enlevaient systématiquement tous les messages et toutes les questions qui étaient un peu embarrassantes. Donc en fait, nous, on a eu pendant plus de, alors peut-être pas une heure, mais bien une bonne demi-heure, la soupe de Total qui nous a été déversée. Et du coup, on a été extrêmement déçus. Voilà. Donc ça montre quand même que de façon spontanée, ils se rendent compte que ça commence à les titiller. En plus de ça, on vous a raconté qu'il y a l'histoire de l'ESAP là, sur Fontaine, donc quelque part, ils sont quand même un peu mal. En plus, il y a des actions aussi dans d'autres villes où sont implantées les usines de Schneider, comme à Paris ou à Nantes, où là aussi, il y a eu des actions. Je pense que, voilà, on va voir après. Voilà, une action Stop IACOP qui a été faite à Nantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Schneider, anciennement Merlingerin, ça a toujours été le bon élève de la vallée de Grenoble. C'était quand même, quand vous travaillez chez Schneider pendant des années, c'est quand même plutôt très valorisant. Aujourd'hui, comme l'image commence à être un peu entachée par leur position par rapport au projet ICOP, par d'autres reportages, etc., ça va à un moment donné, travailler pour Schneider, peut-être qu'à un moment donné, ça va être beaucoup moins bien vu. D'accord ? Et ce qui peut embêter l'entreprise, c'est recruter de nouvelles personnes qui vont travailler pour eux. Et ça, on l'a très bien vu. Parce qu'en fait, les jeunes générations qui rentrent dans les entreprises, en fait, elles sont regardantes et puis de l'empreinte écologique des entreprises pour lesquelles elles travaillent. Et puis des fois, elles n'hésitent pas à partir ou à choisir des employeurs en fonction des valeurs affichées et de la mise en œuvre véritable de ces valeurs. Parce que des fois, ils affichent des valeurs comme là, et puis au bout du compte, on s'aperçoit que c'est que du greenwashing et qu'en fait, il n'y a rien derrière. D'accord ? Et ça, on a pu le constater parce que notre dernière action, et vous avez vu les images, on est allé tracter devant l'école de Schneider, où c'était un jour de porte ouverte. Et là, tout de suite, on s'est fait, les professeurs qui sont des salariés de Schneider sont sortis tout de suite en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas le droit d'être là. » Enfin bon, alors qu'on était vraiment très débonnaires, on avait même amené le café et les croissants. Et en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que pour eux, c'est le recrutement de ces jeunes en alternance. Et si on est là pour expliquer à ces jeunes qui viennent avec leurs parents, mais qui sont quand même assez, qui sont friands, qui ont envie d'écouter ce qui se passe vraiment dans ces écoles, ils risquent de perdre ces élèves qui vont choisir plutôt d'autres écoles en alternance. Et donc du coup, eux, vraiment, l'enjeu, c'était qu'on parte, quoi. Ils n'avaient pas du tout envie qu'on reste là et qu'ils puissent perdre à un moment donné des étudiants potentiels. Alors, mettre la pression sur les entreprises qui sont associées au projet ICOP, on voit que ça marche. Donc nous, on a envie de continuer, à mettre la pression. Notre ambition, c'est que le sujet devienne un vrai sujet politique, et pourquoi pas que les élus s'en emparent et se mettent à en parler, et que la société civile aussi s'en empare. Voilà. Et pour ça, nous avons vraiment besoin de votre implication, à tous ceux qui se sont déplacés, directs ou indirects, et que si vous avez envie, vous puissiez nous rejoindre dans cette lutte.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous nous réunissons tous les 15 jours, le lundi soir, à la base, un lieu qui s'appelle La Base et qui est 17 rue du Dauphiné. Nous avons programmé un atelier banderole prochainement, le mardi 2 avril, et vous y êtes les bienvenus. C'est un moment de discussion et d'échange aussi, évidemment. Et puis là, tout de suite, au buffet, ça peut aussi en être un, et vous êtes bienvenus également. Voilà. On fait quand même des questions-réponses en groupe. Oui, questions-réponses. Pardon, j'oubliais les questions-réponses. Je dois avoir soif. Si vous êtes en hypoglycémie, vous pouvez faire un tour au buffet quand même. Voilà, vous pouvez faire un crochet. Donc maintenant, on passe le micro ou... Ouais, on va passer l'autre. Et toi, tu viens à la table? Comment on fait du coup? Si vous êtes chaud de répondre, vous répondez. Puis... Non, vas-y, c'est collégial. Oui, vous avez beaucoup parlé de Schneider et je suis étonné que vous n'ayez pas parlé du nucléaire. Schneider est très impliqué dans le nucléaire. Alors, soit de Josué, une fois, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps, soit parce que vous estimez que le nucléaire est une énergie verte. Et pour moi, ce n'est pas du tout une énergie verte, parce que dans la pollution, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi notamment les déchets radioactifs. Et on sait très bien que ces déchets ils sont radioactifs pendant, certains d'entre eux, du moins pendant des millénaires. Donc il faut aussi, je dirais, condamner Schneider aussi pour son aide, sa construction de centrales nucléaires. J'aimerais savoir quelle est votre position à ce sujet. Oui, effectivement, on n'a pas parlé de l'implication de Schneider dans le nucléaire, c'était passé sous nos radars, c'est pas ce qu'on regardait. On regardait le pétrole, mais il y a sans doute des choses à critiquer du coup sur ces aspects-là, et on y jettera un coup d'œil. Ouais. Du coup, c'était juste parce que vous disiez que les financements de Schneider sont bloqués, qu'ils sont sans cesse reportés la dernière année. Est-ce que ça veut dire que la construction du projet n'a pas du tout commencé et que là-bas, sur place, les destructions ne sont pas entamées? Parce que j'avais entendu dire que si, donc j'ai du mal à relever. Alors, en fait, il y a des travaux, donc il y a des forages qui ont été faits donc, sur les sites d'exploitation, et il y a des installations qui ont été démarrées sur les sites de forage, donc Tilanga et Kingfisher. Et il y a aussi des travaux au niveau du port, où il devrait y avoir le terminal d'exportation. Et entre les deux, a priori, de ce qu'on sait, il n'y a pas de travaux. Sur le pipeline lui-même, il n'y a pas grand-chose de fait, et le pipeline n'est pas financé. J'avais une demande de prise de parole de M. Piolle. Juste pour compléter sur ce point-là, il y a un site internet qui s'appelle TopMap et en fait qui permet de suivre l'avancée du chantier en temps réel avec des reconstitutions par une échelle de type. Donc c'est super intéressant d'aller voir, ça permet aussi de faire la surveillance civile sur ce point. Et juste, il y a quand même ce qui a été fait, il y a quand même des expropriations qui ont été réalisées. Oui, mais ça fait plusieurs années, oui, tout à fait. Oui. Peut-être un petit mot pour encourager tout le monde dans cette mobilisation, parce que Schneider est quand même extrêmement mal à l'aise avec ça, le fait que Tricoire revienne à Grenoble alors qu'il a passé la main pour parler aux salariés, parce qu'en interne ça brasse vraiment, et lui s'il s'implique directement dans le truc, ça veut dire qu'il est quand même mal à l'aise. Et je crois que la connexion avec ICOP et Grenoble en plus peut se nourrir de plein de biais. Nous avions accueilli lors du lancement de l'année Capitale Verte européenne des militants ougandais et tanzaniens contre ICOP. C'est eux qui ont ouvert l'année Capitale Verte. Je les ai retrouvés après à la COP27 en Égypte. Certains avaient été déplacés déjà, donc il y a effectivement des déplacements de population. Ils ont monté des ONG pour s'occuper des enfants dans ces camps de déplacés. Et il y a une autre connexion, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais la ville de Grenoble a fait partie du collectif des 13 collectivités qui ont attaqué Total sur son non-respect de la loi de vigilance, même si j'étais au procès moi, à Paris, on s'est fait plein d'années puisqu'on a attaqué le rapport de 2018 et qu'ils nous disent ouais, mais depuis il y en a eu plein, donc le tribunal nous rejette nos arguments.
sur la base du fait que depuis que chaque année il y a un nouveau, donc en fait on ne peut jamais attaquer le rapport de vigilance puisqu'il est toujours périmé. Toujours est-il qu'il y a aussi matière à créer des liens directs. Moi je suis encore en contact avec pas mal des militants du climat contre l'ICOP en Tanzanie et en Ouganda, et certains seraient preneurs potentiellement d'échanges de vidéos avec des jeunes d'ici ou des moins jeunes. Mais en tout cas, donc il y a des liens humains aussi directs à nouer, qui pour eux sont hyper importants, parce qu'ils sont broyés, littéralement, et mis en danger. Le retour après Grenoble a été compliqué. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire pour nouer des liens humains, ça peut aussi renforcer la mobilisation ici. Et la mobilisation pour Total, c'est anachronique. Enfin, il y a une multinationale qui fait plein de trucs super et plein de trucs beaucoup moins super. Mais là, c'est vraiment une tâche majeure sur le récit qui porte depuis maintenant une trentaine d'années. Et je pense que ça peut avoir des conséquences fortes, y compris pour la fierté de leurs salariés, qui étaient effectivement plutôt fiers de dire qu'ils bossent dans une multinationale qui a quand même fait un virage. Là, ça vient mettre un coup à tout le monde. Il y a, je pense, un espace pour qu'ils sortent de ce projet. Et il y a juste une précision, vous n'avez pas dit, c'est que pas grave de votre enterré, ce qui fait que quand il y a des fuites, ça se voit moins aussi. On n'en a pas beaucoup parlé du coup, mais il y a aussi des salariés qui se battent au sein de Schneider Electric pour faire avancer la réflexion sur ce sujet et voir annuler le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors que dire oui, en fait ils sont mobilisés avant nous d'ailleurs, donc il y avait eu notamment Camille Etienne qui avait parlé du sujet de l'implication de Schneider Electric dans l'ICOP, il y a déjà, je sais pas, maintenant ça va faire pas loin de 2 ans peut-être. Et donc, il y en avait qui avaient entendu ça, et donc ils avaient interrogé leur direction par rapport à ça. Et voilà, il y a eu des réponses de la direction, il y a eu un peu des allers-retours, mais bon, du coup, les éléments de langage de la direction, c'est grosso modo ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, et c'est toujours les mêmes, et ceux qu'on a eus à la réunion de lundi, ça reste vraiment toujours les mêmes. Donc voilà, mais il y a ça qui s'est passé. Mais enfin, tu dois en savoir autant que moi, je pense qu'il a envie de compléter. Par rapport à la construction du pipeline, quand on le construit, du coup, il va y avoir des impacts sur les écosystèmes, mais est-ce que quand les travaux vont être finis, est-ce que les écosystèmes auront été perturbés et continueront d'être perturbés, mais est-ce que le fait que le pipeline soit enterré perturbe encore plus, enfin, s'il était en dehors, ça perturberait de toute façon, mais est-ce que sous terre, ça perturbe aussi? Alors, est-ce que ça perturbe sous terre? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas super clair. En tout cas, les zones resteront réservées, c'est une zone assez large de 30 mètres, et je n'ai pas bien compris s'il y a une interdiction d'accès sur cette zone, avec des barrières ou quelque chose comme ça. Je pense que oui, de toute façon, même si